Donc, ayons cette rigueur. Et d'ailleurs, ceux qui veulent vous ramener, oh non, wana ba culture nabiso, ah wana bizaleli nabiso, wana makambo ya mboka ya mindele. Sauf que la plupart d'entre eux, ils ont étudié dans les mboka ya mindele. Ils envoient leurs enfants étudier où? Dans mboka ya mindele. Ils vous font croire qu'il faut qu'on reste dans nos cultures parce que nos cultures, c'est ça qui rassure. Mais pourquoi ils achètent des maisons en Europe? Pourquoi ils achètent les voitures? Regardez les véhicules dans lesquels ils roulent. Regardez comment ils sont habillés, sapés comme jamais. Regardez leurs maisons même au Congo. On découvre que dans la Lima, on a un port de plaisance avec des yachts, avec des jet skis. Est-ce que... Mais regardez sur Internet. Regardez. Les gens du pouvoir, ils sont dans la Lima, comme c'est au nord, donc personne ne peut aller voir. Mais regardez, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, le port de Plaisance, je croyais que nous étions sur la côte d'Azur. On me dit non, non, c'est sur la Lima. Je dis ah bon? Et c'est Henri Nzombo. Henri Nzombo parle de son yacht où on a mis des explosifs. Et ça se trouve sur la Lima. Mais comment un ministre, un fonctionnaire, il a économisé combien pour avoir de quoi s'acheter un yacht? Et comment le yacht est arrivé de son lieu de fabrication en Europe ou en Asie ou en Amérique au bord de la Lima? Prenez la carte hydrographique du Congo, tracez comment ces jet skis et ces yachts arrivent au nord du Congo. Comment on a fait pour avoir un port de plaisance? Le port de plaisance, hein, pour jouer, pour jouir dans la Lima, au nord du Congo, avec des yachts, quand on n'a pas des ambulances pour le CHU, quand on n'a pas des ambulances pour l'hôpital d'Oyo, quand on n'a pas de fournitures scolaires pour nos écoles, on a des solutions pour s'acheter des yachts avec l'argent public, on a des solutions pour construire un port de plaisance avec l'argent public, mais on n'a pas l'argent et il faut aller emprunter pour, pour construire je ne sais pas quelle route. Et on vend les installations de l'ATC à Brazzaville, le port de l'ATC, on va vendre parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas l'argent. Mais on a l'argent pour un port de plaisance ou des ports de plaisance. On ne sait pas combien il y en a. Ils achètent les voitures dans lesquelles ils circulent à Brazzaville que de construire des bibliothèques à Brazzaville. Et les mêmes vous promettent le développement et vous les croyez. Colline Makosso a parlé du civisme. Revenons au civisme. Est-ce que le citoyen peut se marier dans l'hémicycle? Colline Makosso peut nous donner le nom du citoyen qui peut célébrer le mariage dans une assemblée nationale, l'hémicycle, la salle où Colline Makosso a prononcé son discours. Quelques jours avant, Claudia et Willy et Toka se sont mariés dans cette salle-là. Est-ce que c'est civique? Est-ce que c'est ça le civisme? Ou si ce n'est pas la corruption, le trafic d'influence? Comment il a dit ça? Je retrouve son mot. La lutte contre les dérives administratives. Mais, Monsieur Colline Makosso, le fait de donner à une Congolaise, une citoyenne, l'hémicycle pour son mariage, n'est-ce pas une dérive administrative? Parce que si aucun texte ne montre comment un simple citoyen peut prendre l'hémicycle pour faire son mariage et faire ses danses, dites-moi comment ça s'est passé. Si aucune loi ne le permet, pourquoi elle a eu accès? Le qualificatif de la fille du président n'est pas suffisant pour avoir accès à l'hémicycle pour des besoins personnels. Ce n'est pas parce qu'on est le président, même le président de la République ne peut pas célébrer son mariage dans l'Assemblée nationale. Changez de vocabulaire, je vous invite à ça. Donald Trump n'a pas à célébrer son mariage au Capitole. À la limite, s'il prend la salle de fête, la salle, le restaurant, pourquoi pas. Mais l'hémicycle, là où les députés se retrouvent pour voter les lois de la République, c'est symbolique. Les Turcs ont une expression qui dit, quand on fait entrer un clown dans un palais, le clown ne devient pas roi. Jamais. Mais le palais devient un cirque. Quand on fait entrer Claudia et Willy et Toka dans l'hémicycle pour leur mariage,
Mais eux ne sont pas les rois du Congo. Mais on vient de transformer notre hémicycle en un lieu de débauche. Est-ce que vous voyez sur le plan symbolique, de quoi je parle? C'est-à-dire que cette famille-là, n'a aucune éthique, n'a aucune morale. L'Assemblée nationale, là où on vote nos lois, là où il y a eu la conférence nationale, c'est devenu un lieu dégradé parce qu'on invite tout le monde à venir faire la fête. Mais c'est une manière, excusez-moi, j'ai failli utiliser une expression tellement dure, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une manière, je vais dire simplement, de marcher sur les Congolais, de marcher sur la République. De toute façon, cette famille ne respecte rien dans ce pays, même pas les lois de ce pays-là, même pas les lois médicales. Je n'aime pas aborder ce sujet. Mais quand j'ai vu ce mariage dans ce lieu, je me suis dit oui, Didier, tu n'avais pas tort. Denis Sassou Nguesso, c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans notre pays. Je vous dis pourquoi. Un président qui se maquille. Je n'ai jamais parlé de son maquillage. Mais sachez une chose. L'Organisation mondiale de la santé interdit la vente des produits de maquillage, les produits hydroquinone. Il y a une lutte acharnée de l'Organisation mondiale de la santé contre les produits de maquillage. C'est interdit. Le siège de l'OMS Afrique se trouve à Brazzaville, où le président lui-même utilise les produits hydroquinone, c'est-à-dire de façon illégale. Et l'OMS le sait. Et l'OMS continue de travailler avec Sassou. Infraction à sa propre législation. C'est-à-dire l'OMS est en face de quelqu'un qui ne respecte pas les règles, les lois, les recommandations de l'OMS. Chers téléspectateurs de R7, bonjour. Bienvenue à notre chronique de ce jour. Je suis Didier Moueni-Ivolo, porte-parole du CRC et celui qui vous présente la chronique de R7. Avant de commencer le sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, j'aimerais présenter au nom du CRC, au nom de tous mes amis et en mon nom propre, mes condoléances les plus attristées aux familles qui viennent de connaître le drame de cet accident qui s'est passé dans notre pays. J'ai vu les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux dans lesquels nous sommes tous, puisque ce sont des réseaux sociaux des Congolais, de Brazzaville, de la République du Congo. J'ai vu les photos, les images de ces pauvres enfants, garçons et filles, des lycéens, puisque j'ai vu les tenues, bleu foncé, bleu ciel pour les filles, kaki pour les garçons. J'ai porté cette tenue, j'en étais fier. C'était vraiment une fierté quand on arrivait au lycée. Le brevet d'études moyennes générales, le BMG, moi à l'époque c'est comme ça qu'on appelait ça au Congo-Brazzaville, c'était les billets d'entrée au monde des grands, c'est comme ça qu'on appelait ça. Quand on avait le BMG, on était tous contents et le brevet d'études moyennes générales, on lui avait attribué un autre nom, le billet d'entrée dans le monde de grands. Quand on arrivait lycéen, lycéenne, on avait gagné en statut social. Aujourd'hui, il est plus que triste, mais vraiment triste, de voir comment nos enfants, comment celles et ceux qui vont prendre la suite de ce pays-là après nous, parce que nous sommes en train de partir et j'ai souvent enseigné la philosophie du passage, ce que j'appelle la philosophie du passage, c'est-à-dire que dans la vie, il faut accepter de mourir tous les jours. Il faut accepter de passer et de laisser la place. On a été bébé. C'est parce que le côté bébé est mort qu'on est entré dans le stade d'enfant. Il faut donc tuer l'enfant en nous pour entrer dans la préadolescence, l'adolescence, l'âge adulte. Il faut donc combattre l'inertie pour être un actif en action et au fur et à mesure, comme ça, accepter de passer et laisser la place. Ça va jusqu'au
aux politiques. Hein. À un âge donné, on ne peut plus se comporter comme un ado. Moi, j'avais 15 ans. Ben, quand j'ai eu 20 ans, quand j'étais étudiant, je ne pouvais plus me comporter comme un lycéen. Et quand j'ai commencé à travailler, pareil, quand j'ai commencé à fonder une famille, voilà. Il y a des choses qu'il faut changer dans la vie. Aujourd'hui, quand on regarde notre jeunesse, la jeunesse congolaise, la jeunesse de la République du Congo, on ne peut qu'être inquiet des drames que vivent nos jeunes. Cet accident m'a rendu vraiment triste. Comment, dans notre pays, alors, j'ai essayé de me renseigner, on me dit que ça se passe à Sibiti, mais peu importe. Ça peut se passer à Wesso, à Oyo, à Dolizi, à Mosenjo, à Kinkala, à Djambala, à Pointe-Noire, à Kakamweka, à Liranga. Peu importe où se passe cet événement, c'est inacceptable. Et je ne peux pas comprendre que les députés se retrouvent à l'Assemblée, ils parlent de tout, mais n'évoquent pas cet accident et ne font aucune préconisation pour que les choses changent. Je rappelle que ce n'est pas la première fois que notre jeunesse se retrouve confrontée à des situations dramatiques. Qu'est-ce que j'entends par situation dramatique? Mais quand les élèves en classe viennent pour danser, faire n'importe quoi, importuner les cours, c'est dramatique. Parce que à ce moment-là, l'enseignant, le professeur n'est pas en train d'instruire, n'est pas en train de transmettre, n'est pas en train de faire son travail comme nous l'aimions tous à la base. À l'époque, on racontait aussi les blagues, que ce soit à l'école ou à l'université, mais c'était des petites périodes ou de petits temps. Ça ne dure pas plus d'une minute, de détente, parce qu'il y a un qui a dit une blague. Bon, ça permet de rire et puis de faire baisser un peu la pression du cours, parce que l'école, c'est pas facile. Mais là, on a atteint une autre dimension. On a atteint une autre dimension. Et que fait le pouvoir? Que fait la classe politique? Qu'en disent les adultes? C'est quand même curieux que dans ces problèmes-là, on va vraiment incriminer les enfants, incriminer les jeunes, mais on ne se pose pas la question de la responsabilité des adultes, de la responsabilité peut-être des parents, mais surtout de l'État, des hommes et des femmes politiques qui nous dirigent. Nous sommes dans un contrat social entre la population et l'État en tant que l'ensemble des institutions qui gèrent la République, qui gèrent la nation. Qu'il s'agisse des phénomènes des bébés noirs avec nos jeunes, qu'il s'agisse des violences dans le milieu scolaire, et qu'il s'agisse de la consommation. On a vu des élèves en tenue scolaire qui sont dans des bars ou qui sont, on ne sait pas, dans les jardins, dans les parcs, en train de consommer de l'alcool. Mais toutes les jeunesses du monde, si l'État ne prend pas en main leur éducation, leur civisme, Colline Makosso a parlé du civisme, on en parlera tout à l'heure. Le civisme, c'est-à-dire l'art par lequel un État transforme les individus en citoyens, pour ne pas dire en bons citoyens. Mais déjà, quand on dit citoyen, c'est-à-dire quels sont ces rapports entre la société et l'individu. Dans cette société-là, qu'est-ce que chacun des citoyens respecte? Si l'État ne prend pas pour lui la charge de civiliser, de rendre civique, instruction civique, la jeunesse, qui va le faire? Qui va le faire? Pour vous donner un exemple, et je vous invite à aller regarder sur Internet, en Europe, il y a eu ce débat autour de TikTok. TikTok en Chine, TikTok à l'étranger. Selon les débats, moi je ne suis pas allé vérifier le TikTok chinois, mais selon les débats au niveau du Congrès américain, donc vous imaginez, c'est pas n'importe où, le Congrès américain, au niveau du Parlement européen et même les parlements des États au niveau national, le débat autour de TikTok, c'est que les investigations ont démontré que TikTok en Chine ne montre pas la même chose que TikTok dans les autres pays.
Et on est allé même jusqu'à faire les comparaisons en Afrique, où on invite les gens d'aller regarder comment l'État chinois fait de TikTok un instrument d'instruction des jeunes Chinois. C'est-à-dire qu'un jeune Chinois, le temps TikTok est limité, mais le contenu aussi est bien structuré. Ce qui fait que TikTok est un instrument de civisme, de civilisation, de développement, d'apprentissage chez les Chinois. Chez nous, TikTok, c'est là où on vient montrer le corps des femmes, on vient toujours sexualiser le corps du noir. Regardez TikTok. Les noirs sur TikTok, ce sont toujours hommes ou femmes, ce sont toujours des scènes qui viennent sexualiser le corps du noir, comme si le corps d'un noir ne devait répondre que à la satisfaction sexuelle. Comme si être intelligent, ce n'était pas pour eux. Alors que quand vous regardez chez les Chinois, TikTok, c'est la culture, c'est la science, c'est le développement et autres. Même l'art chinois, même l'art. Regardez le contenu des échanges. Moi, je comprends encore un peu le chinois. Je le vois quand je vois certaines images ou certaines vidéos. Il appartient aux États africains et donc à l'État congolais, soit de dire on n'a plus besoin de TikTok chez nous, sauf si nous avons une instance qui contrôle et qui demande à ce que TikTok soit un instrument. Par exemple, comme les écoles ne marchent pas très bien, le TikTok peut servir de vecteur pour les sciences, les cours de mathématiques. Pourquoi on ne donnerait pas aux professeurs de mathématiques, de philosophie, de français, de biologie ou de sciences et de la vie de la Terre, aux sociologues, aux psychologues, aux philosophes, aux juristes, des moyens de faire des documents TikTok pour instruire la population et non pas pour abrutir la population. Ce qui fait que notre jeunesse aujourd'hui semble perdue. Des enfants qui sortent de l'école, qui se retrouvent, semble-t-il, sur des motos et qui ont cet accident-là. Mais que dit le pouvoir? Que disent les responsables pour sécuriser notre jeunesse? Là, moi, je m'attendais à voir des vidéos dans lesquelles le ministère de la Justice se saisit du sujet, demande au procureur du tribunal de grande instance de Sibiti d'enquêter, si ça se passe à Sibiti, d'enquêter, que la police puisse saisir les preuves, sécuriser le lieu de l'accident, pour comprendre ce qui s'est passé et faire un retour à la population, tirer les leçons, ce qu'on appelle souvent les retours d'expérience, pour que ça ne se répète plus. En tout cas, si on ne peut pas endiguer totalement le problème, mais d'année en année, qu'on puisse avoir des données statistiques et une réalité qui montre à la baisse ce comportement. Est-ce que, ce sont des questions que je pose, est-ce que ces enfants ont été victimes d'un accident de la route ou est-ce qu'il y a un autre problème? Est-ce qu'il y a eu un problème de consommation d'alcool, de consommation des produits dopants? Il faut donc faire les autopsies. Sachez-le, l'État a le droit d'imposer les autopsies par la loi dès lors qu'un accident entraîne des blessures et encore la mort. Il faut donc systématiser les autopsies des corps dès lors que l'accident entraîne à la mort. Il faut donc une enquête systématique, judiciaire, dès lors que lors d'un accident, il y a eu des blessés graves et il y a eu la mort. Pour que l'on comprenne et qu'on pointe les responsabilités et qu'on se dise, in fine, ça, plus jamais. Et donc, structurer les choses par la loi. Souvenez-vous que j'avais déjà fait une chronique au sujet des accidents d'Océan du Nord. Quand on regarde le nombre d'accidents des autocars de cette société qu'on appelle Océan du Nord, et que derrière, on ne vient pas dire aux gens, à la population, s'il y a eu des enquêtes, si les autocars étaient en bon état, c'est-à-dire faire les contrôles techniques, imposer les contrôles techniques pour tous les véhicules qui circulent au Congo, les motos compris, y compris les autocars, à une échéance, par exemple, de 2 ans, tous les 2 ans, pour les véhicules neufs. Vous avez 4 ans. 4 ans après, vous avez un cycle de tous les 2 ans pour faire du contrôle technique. De sorte que lorsqu'il y a un accident, l'accident minimum, on nous dit dans le code de la route,
implique trois choses. Un, le chauffeur, donc celui qui était aux commandes des motos, puisque dans le cas de ces lycéens, ça implique les motos. Donc, les chauffeurs, est-ce que le chauffeur était drogué, alcoolisé, avait des produits dopants? Est-ce que le chauffeur avait pris juste des médicaments classiques pour sa santé, mais qui altèrent ses mouvements, qui altèrent ses réactions? Donc, le conducteur, le chauffeur. Deux, le véhicule. Est-ce que les freins fonctionnent correctement? Est-ce que tout allait bien au niveau du véhicule? Vérifier. Et trois, la chaussée, la route. En temps de pluie, la chaussée peut glisser. Nos routes ne sont pas toujours bonnes. Donc, voir au moins ces trois implications. Et dire à la population, voilà les nouvelles mesures de l'État. Le zéro risque n'existe pas. Mais il appartient à ceux qui nous dirigent, au lieu de passer leur temps à danser, à faire les fêtes et autres, à organiser la société, à se servir des incidents, des drames, de tout ce qui se passe, pour améliorer. Quand on parle de l'amélioration continue des choses, ça suppose que quelque chose, j'anticipe, je fais de la prévention, mais s'il se passe que ça arrive, c'est pas grave, ça peut arriver, le zéro risque n'existe pas, mais dans ce cas, je traite et je tire les leçons pour corriger afin que ça ne se répète plus, que ça ne se répète pas. Et en ce moment-là, je fais un retour d'expérience au peuple, à la population, pour qu'on en tire les leçons. Et si cela nécessite de passer par le Parlement pour qu'il y ait une loi, eh bien, on va faire voter la loi. Et une fois que la loi est votée, on met en place les moyens pour appliquer la loi. Mais on ne peut pas laisser comme ça notre jeunesse mourir sans en attirer les leçons. J'espère que l'État pourra prendre à sa charge les victimes blessées, puisque souvent, je le dis, hein, quand on parle des accidents, on va voir les morts, on va voir les dégâts matériels, mais attention, prenons soin des vivants. Ils ont peut-être besoin du soutien psychologique, ils ont besoin du soutien matériel. Qu'est-ce que nous faisons à ce niveau-là? Mais dans tous les cas, pourquoi j'insiste sur le rôle de l'État? Souvenez-vous que lorsque Denis Sassou Nguesso a fait son fameux discours pendant la campagne présidentielle pour dire que Bisson à l'État, Kuna Misala Ezali Sousouté, jeune Sengeli, beau se débrouiller. Tout de suite, la jeunesse congolaise a réagi par beaucoup de blagues. Beaucoup de blagues, mais surtout, il y en a qui faisaient des blagues de commerce, mais surtout, on a vu beaucoup de jeunes filles faire des vidéos que je ne peux pas vous montrer par respect. Mais les vidéos, vous les avez vues. Des jeunes filles qui ont répondu au président de la République que comme vous nous dites qu'il n'y a plus de travail, on va se débrouiller, nous allons vendre nos corps. C'est pour vous dire que dans le contrat social, le président de la République s'est engagé, je ne parle même pas de Sassou, je parle du président, de l'institution président de la République, s'est engagé à utiliser les ressources du pays, les ressources de l'État, dans le bien-être collectif. Ce que John Rawls, un philosophe américain, appelle par la justice sociale. C'est-à-dire être un pays où les plus défavorisés, chaque jour, essayent d'améliorer leurs conditions de vie. Mais il s'agit là des politiques publiques et des politiques sociales. Alors, je suis désolé, ce n'est pas un mot savant. C'est le b.a.-ba d'un gouvernement. Comprendre les politiques publiques et les politiques sociales. Si un gouvernement n'a pas compris ça, c'est pas la peine. C'est un gouvernement mailloto. Et ce sont des choses basiques pour tout pouvoir au monde, je vous dis bien, des choses tellement basiques que je n'arrive pas à comprendre que ceux qui nous dirigent soient totalement à côté de la plaque. C'est incroyable. À ce titre, puisqu'on parle des politiques publiques et des politiques sociales, comment le gouvernement fait pour sécuriser sa population? Mais aujourd'hui, l'emploi, c'est le modèle de vie des sociétés dites modernes. Alors, quand je dis les sociétés modernes, je ne suis pas en train de parler des sociétés occidentales. Les sociétés africaines sont des sociétés modernes en contradiction, pas en opposition, mais ce n'est pas une opposition criminelle, en opposition de ce que nous avons connu comme société traditionnelle.
Et dans nous, je ne mets pas que l'Afrique noire. Je mets aussi l'Amérique, le continent, tout le continent américain, l'Australie, l'Asie, l'Europe. L'Europe, et j'insiste avec insistance là-dessus. La société traditionnelle européenne, c'est pas Paris d'aujourd'hui. Paris du Moyen-Âge, Londres au Moyen-Âge, Berlin au Moyen-Âge, ou encore le territoire américain à l'époque des civilisations aztèques, Inca, Iroquois, Manhattan du nom des Indiens qui occupaient ce site-là, eh bien, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Ce que nous avons aujourd'hui aux États-Unis, c'est des sociétés de type moderne. Aujourd'hui, un Américain, il ne va plus chasser le bison. Il ne s'habille plus en peau de bison pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il a le chauffage. Aujourd'hui, un batéké ne s'habille plus en raffia. On a encore des raffias pour nos danses traditionnelles quand on se retrouve entre téké. C'est toujours bien à voir. Mais aujourd'hui, quand un batéké va au travail, il met des habits classiques. Et ça vaut pour la France. Quand on regarde l'Empire romain, l'Europe occidentale, pour dire ça, eh bien, avec aujourd'hui, nous sommes dans des sociétés de type moderne. Et c'est pour cela que j'invite mes compatriotes de la République du Congo, mais de toute l'Afrique. Il faut qu'on change de paradigme. Il faut modifier notre vocabulaire. Il faut faire entrer les mots nouveaux dans notre vocabulaire. Nous ne pouvons pas vivre dans des sociétés de type moderne aujourd'hui et continuer à avoir une structure psychique, une pensée qui correspond à la pensée des années 1820. Denis Sassou Nguesso se comporte comme on se comportait à Oyo, à Owando, ou à Point, je ne sais pas comment s'appelait Pointe-Noire avant l'arrivée même de la traite négrière. C'est-à-dire qu'il a un fonctionnement de type moyenâgeux, alors que nous sommes dans une société civilisée, moderne, où il faut traiter des problèmes avec des critères d'aujourd'hui et non plus des critères d'hier. Puisque vous avez un président qui peut venir et qui dit au peuple, débrouillez-vous, moi je n'ai plus rien à faire avec vous. Je n'ai pas de boulot pour vous. Débrouillez-vous. En réaction, le peuple congolais est gentil. En réaction, le peuple dit, nous, on va vendre nos corps. Mais en réalité, que Donald Trump fasse ce discours, mais demain matin, les gens envahissent la Maison-Blanche. En quoi nous devons respecter les lois de la République, les lois de la nation, en quoi nous devons être bons citoyens, si en retour, l'État dit, je n'ai rien à faire de vous, je ne m'occupe pas de vous. Je convoque le philosophe Bouao, je convoque M. Lefoba, et s'il vous plaît, professeur Lefoba, prenez ce discours de Denis Sassou Nguesso, le cercle des philosophes congolais, vous qui êtes à Pointe-Noire et à Brazzaville, prenez cet accident. Prenez les propos tenus par les jeunes qui disent nous allons vendre nos corps. Je vous dis encore, je le dis avec les mots respectueux, mais allez voir ce que la jeunesse congolaise dit, surtout les jeunes filles. Et vous qui êtes des philosophes, spécialistes du contrat social, spécialistes des relations entre l'État et le peuple, expliquez aux populations le danger du discours de Denis Sassou Nguesso. Ayez le courage de le faire. Sinon, le développement que vous nous promettez, pas vous, que le gouvernement nous promet, c'est un mensonge. On ne se développe pas dans un pays où le président dit « je n'ai rien à faire de vous. Je n'ai pas de boulot pour vous, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire pour vous. » Et on vous dit « on va accélérer la marche pour le développement. » Excusez-moi, mais avec quelle jeunesse, avec quel futur, avec quelle science? Encore que le développement, mais vous pouvez nous mettre quels sont les outils que vous mettez dedans? Quand on voit comment nos jeunes prennent des risques, quand on voit dans quel danger notre jeunesse peut se mettre, c'est quand même triste de voir que l'université Marien Ngouabi paye des salaires aux sociologues. Nous avons un département de sociologie au Congo. Nous avons un département de philosophie au Congo. Nous avons un département de psychologie où on forme. Si on forme, ça suppose qu'on a des professeurs de psychologie.
Mais qu'il vienne expliquer ce qui se passe dans notre pays. Qu'il vienne expliquer ce qui se passe par rapport à notre jeunesse. Comment on peut être dans un désert intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a un vide total. Il n'y a que quelques chaînes de télé qui se débrouillent avec des analystes et tout, et on voit bien, des fois, le niveau de vibration, le niveau de raisonnement de quelqu'un comme Ebara Peya, qui est un docteur en sciences politiques. On le voit, on le sent. Mais il manque, là, les autres enseignants. On voit bien le niveau de Bienvenue Manango quand il vient expliquer. Mais oui, alors quand il fait la politique, c'est une chose. Mais quand il vient expliquer la fiscalité, oui, je peux reconnaître quelqu'un qui enseigne le droit fiscal à ses étudiants. Mais l'effort qu'il doit faire, c'est à chaque fois, c'est de dire aux gens, quand on veut mettre une taxe, semble-t-il, sur les forages et autres, qu'il explique quelle est la méthodologie pour mettre en place une taxe. Et quelle est la finalité des recettes que l'État recouvre quand il fait une taxe. Est-ce que ces recettes ne peuvent pas servir à éduquer le civisme de la population, à utiliser dans la construction du citoyen? Est-ce que cet argent, c'est pour encore acheter des maisons à l'étranger, les maisons dans lesquelles ils ne dorment pas, les véhicules dans lesquels ils ne roulent pas, puisque ça reste là? Messieurs les philosophes, messieurs les sociologues, venez nous expliquer. S'il vous plaît, venez nous expliquer. Notre peuple est en danger. Le panafricanisme dialectique auquel j'invite les Congolais, c'est un panafricanisme qui traite d'abord nos problèmes. Nous avons étudié pour nous concentrer sur notre réalité. Sassou n'arrive pas à trouver des solutions. 12 ans de pouvoir, avant 12 ans. Vous savez, même les grandes entreprises du type Total, comment vous l'appelez, Microsoft et autres, BYD, toutes ces entreprises dans le monde entier, le maximum qu'ils vous demandent, c'est 5 ans d'expérience sur le même poste. Les managers, par exemple, 5 ans d'expérience sur le même poste ou équivalent. Sassou a eu 12 ans d'expérience du premier mandat. Il revient en 97 par coup d'État, peu importe. Mais les 12 ans lui ont servi à quoi? Écoutez leurs discours. Écoutez les discours. Ils sont incapables de proposer à la jeunesse un vrai contrat d'avenir. Ils sont incapables de proposer à notre jeunesse un vrai contrat d'avenir, sauf à dire aux jeunes, Missa les a les suscités, beau se débrouiller. C'est pas possible. Même dans des pays qui sont déjà développés, on ne tient pas ce discours. Allez, écoutez, allez poser la question à Emmanuel Macron, il est encore là. Allez poser la question à Donald Trump, allez poser la question au président chinois. L'État doit structurer la vie des citoyens. L'État doit proposer. L'Assemblée est là pour ça. Le rôle des députés, je l'ai dit, vous avez des professeurs en droit constitutionnel au Congo. Vous avez le département des sciences juridiques au Congo. Mais que ces professeurs-là prennent d'assaut les plateaux de télé, les plateaux de radio. Que ces enseignants-là prennent d'assaut la presse écrite. Qu'ils écrivent, eux, en tant que juristes, comment ils peuvent expliquer au peuple c'est quoi une assemblée nationale. D'ailleurs, je vous propose cette vidéo que j'ai trouvée d'un député congolais. Regardez la vidéo et je reviens. Des kits de première nécessité distribués le 8 avril aux personnes vulnérables du quartier des 1000 logements à Kinteli, à l'initiative du président de la fondation Ninongwamba. Cette action s'inscrit dans un élan de solidarité visant à soutenir les populations les plus démunies. Elle intervient également dans le cadre de la mobilisation pour une participation massive à la cérémonie d'investiture du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Nous sommes à Kinteli en train de visiter nos parents vulnérables et je voudrais en réalité dire que cette activité marque en réalité le début des activités liées à la cérémonie d'investiture en fait du président de la République. Cette cérémonie est fixée en fait, la messe sera dite le 16 avril 2026 et nous sommes en train en fait en réalité de nous préparer, nous sommes en train d'affûter nos armes pour que cette fête soit belle et que ça soit une réussite.
Très touchés par cet élan de générosité, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance et leur gratitude pour ce geste de bienveillance. Na CP non honorable yawa pesi somo biloko na CP biloko mwango vraiment le coup munzama dans le coup abatele malamo apesa ye makasi et puis long il faut prendre à continuer ko pesa le suya ko leka. Je veux dire un grand merci de la part de notre papa parce que je m'attendais même pas à cette surprise et tout, du coup ça m'a beaucoup ému et tout. Donc je veux dire merci beaucoup. Que Dieu puisse le protéger, qu'il puisse continuer à plus faire. En tout cas, à quelques jours de la cérémonie d'investiture du président de la République, la Fondation Ninon Ngwamba traduit la volonté de placer l'humain au cœur de l'action sociale et de faire de cette investiture du 16 avril un moment de rassemblement placé sous les signes de l'unité et du vivre ensemble. Dans cette vidéo, on voit un député en train de distribuer les médicaments à des personnes âgées. C'est bien. Moi, je ne conteste pas ce qu'il fait. C'est bien. Mais partout dans le monde, quand un député fait ça, c'est de l'humanitaire. Il fait un acte humaniste. On ne peut pas le blâmer pour ça. Mais ça concerne 1, 2, 3 personnes, comme vous avez vu dans la vidéo. Mais le député n'est pas élu député, je suis désolé, pour faire de l'humanitaire. Il est député pour voter les lois sur la santé. Par exemple, ce député, M. Ngwamba, je crois, si je ne me trompe pas, une fois qu'il a fini de faire ça, dans tout le monde, un député peut faire ça. Qu'est-ce qui se passe après? Ce député va donc interroger dans son groupe politique, parlementaire, quels sont ses collègues qui sont dans la commission santé à l'Assemblée et au Sénat. Il voit ses camarades, ses collègues, il dit, écoutez les gars, vous qui êtes de la commission santé au Parlement et au Sénat, de notre parti politique, je vous propose une réunion de travail. Parce que dans ma circonscription, j'ai visité les malades, j'ai visité les hôpitaux, j'ai visité les infirmiers en libéral ou les médecins en libéral, j'ai échangé avec eux, j'ai échangé avec les pharmaciens, les laboratoires d'analyse médicale, tout. Je suis allé regarder. J'ai aussi parlé à quelques industries pharmaceutiques, que ce soit au Congo ou à l'étranger, et j'aimerais qu'on propose une loi pour réformer notre système de santé. Et donc, le PCT, puisqu'il s'agit d'un député du PCT, propose, donc les députés du PCT vont faire une proposition de la loi pour réformer notre système de santé. Parce que lui, il est allé au plus près, ce qu'on appelle une observation clinique. Les sociologues de l'école de Chicago parlaient de l'observation in situ, l'observation sur le territoire. Et en médecine, quand on dit de la clinique, le mot clinique veut dire ce qui se fait au plus près du malade, au chevet du malade. C'est ça que je vais dire le terme grec, je crois, de clinique, clinikos, c'est-à-dire au plus près d'eux. La clinique, quand on parle de frappes cliniques, des frappes chirurgicales, c'est-à-dire au plus près, moins de 10 mètres de marge d'erreur. Et donc, lui, par cet acte, ce qu'il a fait, il a touché la réalité. Il a échangé avec les gens. Bon, il a fait appel au Dieu. Nous sommes un État laïque. Un député croit au droit, à la science, et non pas à Dieu. Dieu ne descendra pas du ciel parce que les médicaments qu'il leur a donnés, c'est la science, c'est pas Dieu. L'argent qu'il leur a donné, c'est la science monétaire. Ce n'est pas Dieu. Donc, il peut faire ses prières. Moi, je le respecte. Moi-même aussi, je fais les prières. Mais, Salah, Sambila, Sambila, Salah. Je répète. Salah, Sambila, Sambila, Salah. Déjà, dans la Genèse, Dieu dit à notre ancêtre, désormais, tu gagneras ton pain. Je vous laisse compléter. Tu gagneras ton pain. Je vous laisse compléter. À la sueur de ton front. Dans la Bible, Dieu n'a pas dit que tu gagneras ton pain avec tes prières. Donc, il faut circonscrire le rôle de prière dans un cadre bien donné qui est celui de dire, Dieu, je fais ça, donne-moi la force de réussir. Donne-moi la formule pour que je trouve ce que je cherche. Je suis chirurgien. Dieu, donne-moi la clairvoyance, guide ma main pour que l'opération réussisse. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour opérer quelqu'un.
Donc, un député doit avoir de la méthodologie de travail. Si M. Ngouamba s'arrête là, et si tous les députés qui vont peindre les écoles, qui vont peindre les hôpitaux et tout, s'arrêtent là, je peux vous assurer, s'ils veulent un débat, je suis leur client, je suis disponible, mais c'est de la médiocrité la plus totale. On n'enseigne ça dans aucune école, que ce soit de sociologie politique, de philosophie politique, de sciences, zéro. C'est de la médiocrité la plus totale, c'est de l'affichage, c'est du matu-vu. En réalité, M. Ngouamba, comme les autres qui vont dans les quartiers peindre les écoles ou les hôpitaux, mettre un puits d'eau, mettre un robinet, mettre je ne sais quoi, un pont en planche, en réalité, ce qu'ils font, c'est le niveau 1 de leur travail, c'est-à-dire observer sur le terrain une réalité donnée. Après, mettre au travail cette réalité avec tous les acteurs concernés, aussi bien monde public, monde libéral, aussi bien les hommes d'affaires, ceux qui peuvent financer, et faire une proposition de loi pour corriger, ou, si la loi existe déjà, demander l'activation totale de la loi qui existe déjà. Et en ce moment-là, on change des choses. Et peut-être qu'on arrivera à un niveau donné pour dire, mais il n'y a pas de financement. Alors, est-ce qu'une fiscalité peut créer, de façon temporaire ou définitive, mais ça après, c'est à eux de voir, pour financer, pour avoir les ressources et financer cette charge. Donc, pour notre jeunesse, Sassou, quand il dit, je n'ai pas de solution pour vous, vous devez vous débrouiller, ok. Donc, la santé, l'éducation, l'emploi, les infrastructures, puisque les jeunes les utilisent, ça n'a pas de solution. Et donc, on n'est pas étonné de voir comment nos enfants meurent dans des accidents, comment nos enfants deviennent des bébés noirs, comment nos enfants vont se prostituer, la prostitution. Qui en parle? Vivien Manangou. Vivien Manangou dit qu'il habite Bakongo et qu'il voit les enfants de 12 ans, 13 ans se prostituer à Bakongo. Je rappelle à M. Manangou qu'il est responsable politique. Il est venu dénoncer. Il a bien fait. Maintenant, en tant que citoyen, comment il interpelle le député, le sénateur de sa circonscription? Il est professeur d'université. Il sait comment ça se passe. Et comment il échange avec son parti politique, il a un parti, et lui, il peut faire des propositions de solutions et interpeller les députés de sa circonscription et les sénateurs pour que ceux-là puissent faire des propositions de loi, ou sinon, ou mieux, s'il peut proposer au gouvernement, il peut écrire le document et proposer au gouvernement de débattre et faire de ce document-là un projet de loi. Projet de loi, c'est le gouvernement. Proposition de loi, c'est le Parlement. Il n'y a pas dans notre pays, comme je l'entends des fois dans certaines interventions, il n'y a pas de mécanisme prévu par la Constitution ou par la loi qui ferait que le citoyen peut saisir directement le Parlement ou le gouvernement. Ça passe par les députés qui peuvent faire des propositions de loi, et ça passe par les députés et les sénateurs, et ça passe par le gouvernement qui peut faire des projets de loi. Je suis très inquiet pour la jeunesse et l'avenir de notre pays, non pas à cause des jeunes, mais à cause des dirigeants qui ne proposent pas de solution et qui demandent aux jeunes de se débrouiller. Quand Sassou dit que les jeunes se débrouillent, il n'a pas canalisé ce qu'il appelle par débrouillardise. Il n'a pas dit se débrouiller, c'est ça, ça et ça. Si un jeune a besoin de manger et son cerveau lui dit se débrouiller veut dire aller voler, aller tuer pour manger, donc il va tuer pour manger. Or, l'État dit tu ne tues pas. Donc, l'État doit canaliser la satisfaction des besoins de ses citoyens. Mais on ne peut pas laisser libre cours aux instincts grégaires, aux pulsions. Parce que là, ça souvient de libérer toutes les pulsions de mort, d'agressivité, de viol, de vol, en disant « beau se débrouiller ». Donc, on voit bien que à partir de cet acte d'accident des élèves, on en arrive à traiter de la politique globale d'un gouvernement qui, depuis plus de 25 ans, échoue à tout ce qu'il fait. À partir de cet acte. Et c'est comme ça que doivent réfléchir les hommes politiques, les sachants. Mais quand je vois certains commentaires où on va incriminer ces enfants,
Ils ont peut-être une part de responsabilité, je n'en sais rien. Mais c'est à la justice d'enquêter, c'est à la police d'enquêter. Il faut aller chercher, il faut avoir de la méthodologie de travail. Mais in fine, on ne peut jamais, jamais se départir de la responsabilité de ceux qui nous dirigent dans les drames qui se passent dans notre pays. Le deuxième sujet que je voulais vous proposer à cette chronique, que je vous proposais, revenir sur le discours du Premier ministre Colline Makosso, qui, si je ne me trompe pas de date, c'est le 22 juin, qu'il fait son discours de politique générale. Alors, le discours de politique générale dans le monde entier, en tout cas, hein, une fois de plus, je vous demande, en change, mettons-nous d'accord, je veux lire ça dans les commentaires, que vous êtes d'accord avec moi, en change de vocabulaire. Il nous faut adopter le vocabulaire adéquat. Rabelais disait, nul n'entre ici s'il n'est géomètre. On arrête de croire que nous sommes un État particulier, nous sommes un pays particulier, coincé quelque part dans les mouvements de la Terre, dans la révolution ou je sais pas moi, de la Terre. Non, nous sommes un pays, point. Mes chers compatriotes, mes chers amis, vous qui avez l'habitude de suivre la chronique de R7, je vous demande un changement de paradigme, un changement de cerveau. On arrête les choses aujourd'hui, on entre dans ce que j'appelle le panafricanisme dialectique ou panafricanisme de développement. C'est-à-dire, on se regarde soi-même. Ça ne sert à rien d'aller chercher les démons chez les autres. Ça ne sert à rien de dire ça c'est pour eux, ça c'est pas pour nous. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez le Doliprane ou l'aspirine. On est d'accord, oui. Le blanc prend aussi l'aspirine. Le chinois prend l'aspirine. Le japonais prend l'aspirine. L'indien prend l'aspirine. Ou le Doliprane. D'accord? Quand vous avez la diarrhée ou la constipation, que vous soyez blanc, noir, jaune en France, on fait appel aux mêmes molécules. C'est ça l'universalité de la science. Le comprimé, la pommade, comment on appelle ça, la pilule, en tout cas, le gélule, la gélule que vous prenez, tous les médicaments, peu importe la forme, c'est le principe actif qui compte, c'est la molécule dedans. Et partout dans le monde, les noms changent, mais la molécule est la même. On peut adapter les molécules selon les origines ethniques, oui, mais le fond reste le même. Donc, je vous demande qu'on change de dictionnaire, qu'on change de paradigme et on commence à raisonner comme des gens qui avancent. On vous parle des francs-maçons, d'accord, ils prennent quoi? L'équerre, le compas, c'est ça, hein, leur symbole, l'équerre, le compas. Donc, c'est la science. Pour bâtir, il faut avoir l'équerre, il faut avoir son compas, il faut avoir son crayon, son stylo, il faut avoir sa feuille de papier pour construire. Donc, ayons cette rigueur. Et d'ailleurs, ceux qui veulent vous ramener, oh non, wana ba culture nabiso, ah wana bizalel nabiso, wana makambo ya mboka ya mindele. Sauf que la plupart d'entre eux, ils ont étudié dans les mboka ya mindele. Ils envoient leurs enfants étudier où? Dans mboka ya mindele. Ils vous font croire qu'il faut qu'on reste dans nos cultures parce que nos cultures, c'est ça qui rassure. Mais pourquoi ils achètent des maisons en Europe? Pourquoi ils achètent les voitures? Regardez les véhicules dans lesquels ils roulent. Regardez comment ils sont habillés, sapés comme jamais. Regardez leurs maisons même au Congo. On découvre que dans la Lima, on a un port de plaisance avec des yachts, avec des jet skis. Est-ce que mais regardez sur Internet. Regardez. Les gens du pouvoir, ils sont dans la Lima, comme c'est au nord, donc personne ne peut aller voir. Mais regardez, moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, le port de Plaisance, je croyais que nous étions sur la côte d'Azur. On m'a dit, non, non, c'est sur la Lima. Je dis, ah bon? Et c'est Henri Nzombo. Henri Nzombo parle de son yacht où on a mis des explosifs. Et ça se trouve sur la Lima. Mais comment un ministre, un fonctionnaire, il a économisé combien pour avoir de quoi s'acheter un yacht? Et comment le yacht est arrivé
de son lieu de fabrication en Europe ou en Asie ou en Amérique, au bord de la Lima. Prenez la carte hydrographique du Congo, tracez comment ces jet skis et ces yachts arrivent au nord du Congo. Comment on a fait pour avoir un port de plaisance? Le port de plaisance, hein, pour jouir dans la Lima, au nord du Congo, avec des yachts, quand on n'a pas des ambulances pour le CHU, quand on n'a pas des ambulances pour l'hôpital d'Oyo, quand on n'a pas de fournitures scolaires pour nos écoles. On a des solutions pour s'acheter des yachts avec l'argent public. On a des solutions pour construire un port de plaisance avec l'argent public, mais on n'a pas l'argent et il faut aller emprunter pour construire je ne sais pas quelle route. Et on vend les installations de l'ATC. Après ça, le port de l'ATC, on va vendre parce qu'on n'arrive pas, on n'a pas l'argent. Mais on a l'argent pour un port de plaisance ou des ports de plaisance. On ne sait pas combien il y en a sur la Lima. Donc, je vous le dis et je vous le répète, il faut qu'on change notre vocabulaire. Il faut cesser maintenant de dire « Ah, Sassou a payé les salaires ». Non, c'est l'argent de l'État, ce n'est pas Sassou qui paye. Il faut maintenant arrêter de dire « Ah, c'est le pétrole ». Non, c'est le pétrole congolais. Nous avons le droit d'exiger des comptes à ceux qui gèrent nos richesses. Ils doivent venir nous... Oh non, secret d'État, c'est faux. C'est faux. Les secrets d'État sont les secrets de défense. Ce sont des secrets militaires. C'est la sécurité nationale, l'espionnage, oui, ça je suis d'accord. Mais la production du pétrole, combien de sous le pétrole fait entrer dans les caisses de l'État, ce n'est pas un secret. Quel est le lien avec la sécurité nationale? Mais si c'est vrai, pourquoi aux États-Unis, ce n'est pas un secret? Pourquoi en France, chaque année, on sait combien Total gagne? Total qui est la plus grande entreprise pétrolière française. On connaît les recettes de Total et chaque année, ça fait débat. Mais depuis quand Total a dit je ne donne plus mes chiffres parce que c'est un secret de défense nationale, de sécurité nationale. Depuis quand Total et l'État français se sont accordés pour dire nous ne donnons plus les chiffres de Total, comme ça les gens ne sauront rien parce qu'il s'agit d'un secret d'État. Pourquoi aux États-Unis, les chiffres du pétrole, du gaz, ce n'est pas un secret d'État? Même ce que rapporte l'industrie militaire dans les armes, quelles armes on a, c'est un secret. Mais combien l'industrie militaire rapporte aux propriétaires et à l'État, ça c'est connu. Et comment nous on ne peut pas savoir ce que le bois rapporte à notre économie? Ça veut dire que le développement qu'on vous vend, c'est du pipeau. Parce que si vous voulez vous développer, ça veut dire que même nos universités doivent être développées. Nos lycées doivent être développés. Donnez-moi le nom d'un pays développé où le lycée, l'université, on étudie ce qui se passe ailleurs et pas dans son propre pays. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment pour se développer avec seulement la théorie des autres, mais vous refusez de parler de votre propre pays. Et quand on dit parlons de notre propre pays, ah non, 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 on ne peut pas. À chaque fois qu'on pose une question, ah mais vous savez, ailleurs aussi, ah, non. Parlons de chez nous. Parlons de nous, chez nous, avec nous. Les autres, on peut voir seulement si ça nous rapporte quelque chose. On ne peut pas seulement chercher à s'échapper, à justifier. Donc, une fois qu'on change de paradigme, que ce soit les députés, les ministres, les sénateurs et autres, eh bien, parlons vrai. Parlons des choses qui nous concernent. Dans son discours, alors, j'ai suivi une grande partie du discours de Colline Makosso. Lorsqu'il fait son discours de politique générale, j'ai retenu quand même quelques sujets qui sont vraiment importants. Il parle de programme d'action du gouvernement. Déjà, il dit mobiliser les ressources. D'accord? Mais qu'est-ce qu'il entend par là? Excusez-moi, je suis enrhumé, c'est la période des allergies. Le Premier ministre Colline Makosso dit qu'il faut mobiliser les ressources et diversifier notre économie. Alors, pour mobiliser les ressources, le gouvernement souhaite créer une nouvelle fiscalité
et recouvrer jusqu'à 5 000 milliards de francs CFA par an. Alors, ce n'est pas clair. Je ne sais pas si c'est 5 000 milliards de recettes par an, y compris les recettes du pétrole, du gaz et des minéraux, ou seulement sur la fiscalité, les taxes, les impôts, les douanes, ou je ne sais pas. Il faut que le Premier ministre fasse preuve de pédagogie pour nous expliquer. Et en parlant de la fiscalité, est-ce qu'il table sur la fiscalité des personnes ou la fiscalité des entreprises aussi? Ce n'est pas clair. Il faut qu'il le reprécise. Et si c'est la fiscalité des entreprises et des personnes combinées, il faut que M. Koliné Makosso et ses ministres, hein, M. Yoka et les autres, il faut qu'ils nous expliquent ligne par ligne combien rapporte chaque ligne fiscale pour qu'on arrive au chiffre de 5 000. Parce que c'est quand même énorme, hein, 5 000 milliards. Alors, je regardais ceux qui faisaient les reconversions, ça fait quand même 7 milliards et des poussières d'euros. 7 milliards et de poussières d'euros. Quand on voit comment le gouvernement français, les gouvernements européens, malgré la puissance de leur économie, malgré la force de consommation de leur société, trouver 5 milliards, 10 milliards, hein, l'État français, vous avez suivi le débat, hein, trouver 10 milliards, c'est très compliqué. Comment, avec un pays pauvre, très endetté, je renvoie à ça, il faut que Koliné Makosso nous dise si nous sommes sortis du club peu glorieux des pays pauvres très endettés. Comment un pays pauvre très endetté peut lever 5 000 milliards de francs CFA de recettes fiscales par an? Le gouvernement, M. Yoka, M. Ngatse, qui est le directeur des banques des États de l'Afrique, hein, moi je crois qu'il est le président des banques des États africains, il faut qu'il nous explique comment ils font pour lever 5 000 milliards, 7 milliards, plus de 7 milliards d'euros. Il faut nous expliquer. Parce que, dit comme ça, moi, je n'ai pas compris grand-chose. Ce n'est pas très clair. Quand on voit le nombre de Congolais qui travaillent, combien la fiscalité des personnes rapporte aux caisses de l'État, il faut que ce soit clair. Parce que si vous voulez vous développer, ne vous leurrez pas. Hein. Ce n'est pas les discours. C'est vraiment une pratique quotidienne. Ce sont des actions qui sont évaluées. Parce que les objectifs qu'on se fixe, il faut que Koliné Makosso nous dise comment il va les évaluer, comment il va les mesurer, comment il va les quantifier. Sinon, c'est des choses jetées en l'air. Il parle de diversifier l'économie congolaise. Pendant le premier sujet, je vous ai dit que Sassou avait fait 12 ans au pouvoir. Pendant les 12 ans du pouvoir, Sassou a expérimenté la diversification de l'économie. Et d'ailleurs, son musicien, que beaucoup de gens ne se rappellent pas, notamment les jeunes Congolais, je vous invite à aller regarder sur YouTube si vous trouvez les chansons. Moi, je ne peux pas vous les montrer dans la chronique parce que je n'ai pas payé les droits pour faire passer des chansons. Mais je vous invite à aller taper Mangungu Clay sur YouTube et vous verrez ces chansons. Il avait une chanson Poto Kanissa après pétrole, qui était déjà le sujet de la diversification de notre économie. Les années 80. Les années 80. Au milieu des années 80, le meilleur musicien congolais s'appelle Clèche Mangungu Clay. Et Mangungu Clay chantait, il était le meilleur musicien. D'abord, il a une très belle voix. En tout cas, il chante bien. Nous tous, on aimait. Mais il chantait la diversification de l'économie à la demande de Sassou Nguesso. C'était le musicien de Sassou Nguesso, attitré. Il chantait très peu des chansons populaires pour égayer les gens. Il chantait surtout les chansons du PCT, de la gloire de Sassou. Namangomba yaba coopérative oyo tokobongisa makambo ya bilia, l'agriculture, Poto Kanissa après pétrole, mais une très 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 belle chanson. Mais je vous assure, allez écouter. Si je trouve ça, je pourrais partager ça sur ma page Facebook, là c'est différent, et vous écouterez. Donc, les 12 ans du précédent mandat, Sassou 1, 12 ans,
il a parlé du même sujet. 12 ans. Donc, si demain, le Congo-Brazzaville n'a plus de président et qu'il propose une offre d'emploi, République du Congo cherche président de la République. Compétences recherchées. Avoir au moins 5 ans d'expérience dans la gestion d'un État ou la présidence d'un État. Et donc, capacité à gérer les crises, capacité à diversifier l'économie et tout. Eh bien, vous prenez le premier mandat de Sassou, 1992, il a une expérience. Donc, on vient de l'embaucher en 97. Non, il vient de s'embaucher puisqu'il a fait un coup d'État. Et le voilà qui nous rabâche encore la même diversification de l'économie. Et d'ailleurs, Sassou 1, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000. C'est Sassou 1. Santé pour tous d'ici l'an 2000. C'est Sassou 1. Diversification de l'économie. C'est Sassou 1. Donc, aujourd'hui encore, il n'a toujours pas trouvé. Alors, est-ce que Sassou serait frappé de la malédiction de Sisyphe? C'est-à-dire, ce personnage de la Grèce, de l'allégorie de la Grèce, qui était condamné par les dieux à pousser ce rocher jusqu'au sommet de montagne, ça retombait, il recommençait, ça retombait, il recommençait. Parce que, en termes d'éternel recommencement, rabâchage, ben, plus fort que Sassou, tu meurs. C'est incroyable d'entendre cette idée de diversification. Qu'est-ce que Koliné Makosso nous a encore parlé? Des infrastructures, d'accord? Mais vous savez ce qui m'a frappé dans son discours? Et les députés l'écoutent, ils sont contents. Mais Koliné Makosso parle des infrastructures de son mandat 2026-2031. Koliné Makosso oublie totalement qu'ils nous ont vendu pendant la campagne présidentielle la réalisation pont, route, rail entre Brazzaville et Kinshasa. Si tant est que ce projet était sérieux, je vous ai dit, on n'a toujours pas vu les maquettes, on n'a pas vu le tracé, on ne sait pas à quel niveau ils veulent traverser le fleuve Congo. À quel niveau, on n'a pas vu. Et surtout, si ce projet était sérieux et vrai, ça veut dire que Koliné Makosso, là, dans son discours de politique générale, il allait parler de la réalisation de ponts, routes, rails entre les deux Congos. Pourquoi? Parce que n'importe quel gouvernement américain, chinois, européen qui réalise ce projet-là, ça devient dans le quinquennat la plus grande réalisation d'infrastructures. La plus grande réalisation d'infrastructures pour un gouvernement, peu importe lequel dans le monde. À titre d'exemple, vous le savez, le chemin de fer Congo-Océan, le chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire était la plus grande réalisation d'infrastructures en France. En France, dans les années 30. Dans les années 30. Lorsque on a terminé cette infrastructure, il y a eu une cérémonie nationale en France métropolitaine, là où nous sommes aujourd'hui. Il y a eu une fête en France du gouvernement français avec tous les Français pour célébrer la réalisation de la plus grande œuvre infrastructure de toute la France en les années 30. Chemin de fer, Brazzaville, Pointe-Noire. Donc, dans son discours général, de portée générale, c'est-à-dire que c'est le discours qui va structurer le travail du gouvernement de Koliné Makosso jusqu'en 1931 et qu'il oublie de nous montrer les maquettes, de nous montrer la preuve tangible de la réalisation de ce projet pont, route, rail entre Brazzaville et Kinshasa, ça veut dire qu'avec la complicité de la Banque africaine de développement, et là j'insiste, avec la complicité de la Banque africaine de développement, le gouvernement a menti à la population. Avec la bénédiction de l'institution financière africaine la plus importante, demain, celui qui viendra au pouvoir au Congo, demain, la femme ou l'homme qui viendra au pouvoir, convoquer le directeur de la Banque africaine de développement de l'époque que vous allez être, si c'est en 1930, 1960, et 2030, 2060, 2250, cette vidéo restera.
demandez à la Banque africaine de développement, donnez-nous tous les documents de l'époque que le gouvernement s'assoit à travailler avec vous. Peuple congolais, écoutez-moi. Même les institutions internationales sont contre le Congo. Même les institutions internationales complotent avec Sassou pour mentir au peuple congolais. Je veux bien rencontrer les responsables de la BAD. Je veux les rencontrer en débat avec d'autres Congolais. Nous souhaitons les voir avec les citoyens congolais. Je serai dans le groupe. Et nous allons débattre avec eux de ces projets. Depuis le premier mandat de Sassou, la BAD vient se promener à Brazzaville, nous promettre des projets avec Sassou qui ne sont jamais réalisés. Vous, citoyens congolais, peuple congolais, combien de fois vous pouvez aller voir une banque, votre banque à vous, votre conseiller ou conseillère bancaire? À chaque fois, vous lui vendez des faux projets. Vous lui dites que vous allez construire une maison, vous voulez construire une boutique, vous voulez construire ça. Et ça fait 20 ans. Le banquier va vous recevoir? Alors qu'à chaque fois, rien n'est réalisé. Et deux fois, le banquier vous a donné le crédit pour la maison et la maison n'a jamais été construite. Vous revenez 10 ans après, vous lui demandez encore un autre crédit pour la même maison. Mais le comportement des banques vis-à-vis des consommateurs, mais c'est la même chose que vis-à-vis des entreprises. C'est la même confiance, les mêmes garanties que la banque demande. Bon, au niveau des entreprises, c'est un peu plus fort encore. Mais comment la Banque des États de l'Afrique centrale peut avaler une telle pilule sans être en complicité avec le pouvoir de Brazzaville? Donc, vous voyez déjà que c'est un mensonge grotesque, ce discours de Colline Makosso. Les emplois. Ben, je suis désolé. Je suis désolé. Pendant la campagne, quand je vous ai parlé de notre jeunesse, pendant la campagne présidentielle, c'est Sassou qui dit lui-même qu'il n'a pas de solution. Ben, jeune, beau se débrouiller. La Colline vient nous dire les emplois. Et surtout les emplois jeunes. Mais je ne comprends pas. Et les députés du PCT sont assis, ils écoutent. Et tous les députés de l'opposition écoutent. Les partis politiques écoutent. Demain, les journalistes de Tcheleka, de Vox TV, de Télé Congo, mais soyez agressifs intellectuellement, je dis. Soyez agressifs vis-à-vis des ministres. Mais monsieur le ministre, le président a dit qu'il n'y a pas d'emploi. Vous dites que vous allez créer des emplois. Mais comment? Mais vous parlez avec le président? En conseil de ministres, vous dites quoi? Mais qu'est-ce qu'on est censé comprendre? Vous êtes capable de créer des emplois ou pas? Parce que le président dit, Missa les athées. Bah, jeune beau se débrouiller. Il n'a pas dit fonction publique Misala Ezate, mais nous allons structurer le secteur privé, nous allons soutenir les entrepreneurs privés et ces entrepreneurs-là vont créer des emplois. Donc, on ne va plus attendre l'État pour créer des emplois, mais par contre, l'État va financer les infrastructures avec comme priorité en termes de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, les Congolais. Pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? On construit pont, route, rail entre Brazzaville et Kinshasa. Pour tous les travaux du côté Brazzaville jusqu'au milieu du fleuve. Petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, les Congolais. Même si on appelle je vais donner un exemple, je ne pense pas qu'on les appelle, Vinci ou Bouygues qui construisent, ou encore la société des Batignolles qu'on ne pourra pas prendre à cause des dégâts pendant le chemin de fer, mais Vinci ou Bouygues, ou on prend les Chinois ou les Brésiliens, ne viendront que la sommité, c'est-à-dire les ingénieurs. Mais nous, on impose nos ingénieurs aussi. Parce qu'il faut que nos ingénieurs aussi, ils doivent apprendre. C'est ça le transfert de technologie. Avec obligation d'ouvrir à Brazzaville des centres de formation dans l'attente de la réalisation de l'ouvrage où on va former les Congolais. Maçons, électriciens, tout ce que vous voulez. Et donc, on va donc stimuler chez les Congolais qui ont déjà des petites boîtes d'électricité, de peinture, de tout, l'État les met en séminaire et on les prépare. C'est vous la force de frappe de la réalisation de ces infrastructures. On veut un soudeur, c'est notre soudeur à nous. On ne veut pas voir un soudeur chinois. On ne veut pas voir un soudeur brésilien ou un soudeur européen. C'est notre soudeur à nous. Par contre, le chef d'équipe des soudeurs, ça peut être un Chinois parce que nous, il nous manque cette technologie pour le moment. Mais quand finalement on va construire un pont
sur la Lefini, ou sur la Lima, ou sur le Niari dans 10 ans, ah non, 100% congolais, parce qu'on a eu le transfert de technologies. Et on a maintenant nos propres écoles de formation. On a rénové la formation au lycée technique à Brazzaville, à Pointe-Noire, et peut-être mettre un lycée technique à Ouesso. Et on a un pôle technologique, une école polytechnique qui existe déjà. Pourquoi on crée, je n'en sais rien, mais on renforce la formation. C'est ça qu'on doit dire. Ah là, les jeunes sont dans une dynamique de dire, ah, il faut que j'apprenne tel métier parce que là, il y a des secteurs qui embauchent. Donc, l'État va donc stimuler la construction, pousser, investir dans la construction des infrastructures parce que derrière, ça va stimuler nos petites et moyennes industries, nos petites et moyennes entreprises, que ce soit même donc dans tout ce qui est sous-traitance. Nous allons fabriquer les boulons, par exemple, chez nous. Ça peut même stimuler, si c'est un projet de construction des infrastructures sur 30 ans, nous pouvons donc lancer l'exploitation des minerais de fer de Mayoko ou de Zanaga ou je ne sais pas où ça se trouve. Et en ce moment-là, ces minerais de fer, la transformation est faite chez nous aussi. Donc, vous créez des emplois dans l'extraction des minerais, mais aussi dans la logistique, mais aussi dans des petites et moyennes industries, déjà dans la grande industrie, puisqu'il faut passer des minerais à la fabrication du métal, du fer, du rail, pour nos chemins de fer, pour nos, comment vous appelez ça? Des pièces de voiture. Si demain, on a des véhicules de type Toyota ou Suzuki ou Peugeot, peu importe, eh ben, on a une petite et moyenne entreprise dont le travail est d'évaluer le nombre de véhicules, de quelle marque et quels sont les besoins et fabriquer les pièces chez nous par un transfert de licence avec les maisons mères qui se trouvent à l'étranger. Et là, on crée de l'emploi. On peut dire aux jeunes, ne vous suicidez pas par des comportements à risque. Le suicide, ça ne veut pas dire seulement mourir. In fine, ils mourront. Mais les jeunes qui sont plongés dans la toxicomanie, dans l'alcool et tout, c'est des conduites à risque, c'est des conduites suicidaires. Et donc, on peut sécuriser notre jeunesse. Mais on leur dit, il n'y a pas d'emploi, débrouillez-vous. Et quelques jours après, Koliné Makosso vient, il fait son discours de politique générale et il dit, vous aurez des emplois. Mais mettez-vous d'accord d'abord entre Sassou et Koliné, et entre Sassou, Koliné et vos ministres. 30 jours pour convaincre en toute transparence. Ngatse dit on a créé beaucoup d'emplois. Arlette Nono Soudan dit ah, mais on ne s'était pas rendu compte, mais on a créé des milliers d'emplois. Mais cette femme, je ne sais pas comment elle parle. On ne s'était pas rendu compte. On vient de se rendre compte qu'on avait créé des milliers d'emplois. Mais excusez-moi, mais on nous prend pour des idiots. Voilà. Le gouvernement nous prend pour des idiots. Qu'est-ce qu'on nous parle aussi? On nous parle de la lutte contre des dérives administratives. D'accord? Il peut nous citer quelques dérives, M. Koliné Makosso, qui nous cite les dérives administratives dont il parle. M. Koliné Makosso nous parle du capital humain. Ça renvoie donc aux ressources humaines. Mais regardez l'état de l'école. Regardez le niveau des gens. Vous avez, à l'époque déjà, paix à son âme, Guy Parfait Kolela, paix à son âme, disait qu'on n'arrive plus à recruter des gens compétents. On n'arrive plus. C'est Andéli. Andéli, ministre des Finances, de l'économie et des Finances, qui dit ceux qui partent à la retraite sont remplacés par des gens beaucoup moins qualifiés et même incompétents. C'est pas moi qui le dis. C'est sur l'émission, sur télé, l'émission Tcheleka. Écoutez le débat sur Tcheleka. Ce sont les enseignants à l'école nationale d'administration et de magistrature, l'ENAM. Ce sont les enseignants de l'ENAM qui se plaignent du niveau bas en français des étudiants de l'ENAM. Et ces étudiants de l'ENAM, ce sont des futurs préfets, sous-préfets, des futurs, comment on appelle ça, administrateurs d'état civil dans nos mairies, mais des futurs fonctionnaires de la fonction publique et surtout de la police, de la gendarmerie, de l'armée, des futurs fonctionnaires du ministère de la Justice, des futurs juges, des futurs procureurs, niveau moyen en français. Mais comment ils vont comprendre les règles de droit? Et vous avez M. Oba Apounou, si je ne me trompe pas, qui écrit au ministre Mininga, ministre de la Justice, pour exiger que sa petite fille soit admise au concours d'entrée.
à l'ENAM et elle est admise. Les documents existent sur Internet. Voilà l'avenir qu'ils veulent vous bâtir. Et ils nous parlent du capital humain, des ressources humaines. J'aimerais bien que M. Koliné Makosso nous explique comment il peut réaliser ça alors que le niveau n'arrête pas de baisser. Mais autre chose, Koliné Makosso dit que le précédent mandat 2021-2026, c'était le mandat de lutte contre les crises. Alors, monsieur, là, vous mentez. Vous mentez. Parce que vous avez fait votre bilan 30 jours pour convaincre en toute transparence et le bilan est positif. L'expression est de Gilbert Ondongo et des autres. Le bilan est positif. N'ayez pas peur d'aller le marteler partout. Et vous venez nous dire que vous avez échoué parce que vous avez passé votre temps à gérer les crises, mais au final, donc pendant toute la campagne présidentielle, le bilan que vous avez fait, c'est du mensonge, c'est du pipeau. Et puis dites-moi, monsieur Koliné Makosso, comment vous faites, mais vous pouvez vous faire aider par vos ministres, hein, comment vous faites pour faire passer un pays de pays pauvres très endettés sous la perfusion des programmes d'ajustement structurel du FMI et accélérer la marche contre le développement. Ce sont là deux notions diamétralement opposées. Parce qu'un pays pauvre très endetté et sous perfusion des programmes structurels du FMI commence d'abord par faire les réformes structurelles. Et c'est ce que vous avez dit. Et donc, vous ne pouvez pas accélérer le développement. Parce que vous ne pouvez pas accélérer un objet qui ne l'est pas déjà. Le développement n'est pas là, vous ne pouvez pas donc l'accélérer. Vous voulez accélérer un objet qui n'existe pas. Je ne sais pas s'il faut appeler ça l'idéalisme ou l'imaginaire ou je ne sais pas comment, mais en termes de sciences économiques, des sciences politiques, des gestions des affaires publiques, c'est de la médiocrité la plus totale. Ce n'est même pas enseigné à l'ENAM. L'ENAM, demandez au professeur de l'ENAM qu'il vienne vous expliquer le discours de politique générale de Koliné Makosso en prenant comme appui les 26 ans que Sassou ou les 29 ans que Sassou vient de passer au pouvoir. Les différents discours. Vous verrez que ce sont des paradoxes tout le temps. Tout le temps. La réalité est tout autre et on vient vous parler. Par exemple, il n'y a pas d'eau. Comment vous voulez accélérer la distribution d'eau? Mais déjà, réparer ce qui existe, ce qui est en souffrance. Réparer déjà ce qui est en souffrance. Nous sommes un pays très endetté. Mais le problème, ce n'est pas la dette. Le problème, c'est qu'est-ce que nous faisons de l'argent qu'on prend pour s'endetter. Et quelle est la force de notre économie si nous voulons sortir de la dette? Nous voulons améliorer la vie des Congolais. Mais oui, mais en quoi faisant? En quoi faisant? Comment vous allez faire pour améliorer la vie des Congolais? Vous ne pouvez pas améliorer la vie des Congolais si vous ne réglez pas le problème de l'eau et de l'électricité. Regardez ce que les Chinois font pour résoudre leur problème d'électricité. La Chine en installe partout, même sur les montagnes. Dans cette région autour de Pékin, les panneaux solaires habillent un par un les reliefs. 1000 kilomètres plus loin, nous constatons le même phénomène. Du noir à perte de vue, cette fois dans le désert. À Longyuan, cette immense ferme photovoltaïque a été construite en un temps record. Il y a 2 ans à peine, tout autour de nous, il n'y avait que le désert. On y a installé 6 millions de panneaux solaires, dont 2 millions en moins de 6 mois. L'électricité est ensuite transportée dans la région du Hunan à 1700 km. On peut produire 578 millions de kilowattheures, c'est-à-dire qu'on alimente 4,5 millions de foyers toute l'année. À Longyuan, des centaines de rangées alignées, symbole de la transition énergétique à marche forcée. Cette ferme solaire, la deuxième plus grande de Chine, 6 millions de panneaux effectuent une rotation et suivent le soleil. Là, vous pouvez observer que cela bouge lentement. Tous les matins, vers 6 heures, les panneaux se tournent vers l'est.
Pour le directeur, le plus compliqué, c'est de pouvoir tout surveiller. Cette surface, c'est l'équivalent de 6300 terrains de foot. Alors on utilise des drones. Des drones qui projettent de l'eau pour nettoyer les installations après une tempête de sable. Des drones, encore, cette fois pilotés depuis cette salle de contrôle. Ils surveillent 12 fois par jour l'ensemble du site. Je vérifie qu'aucun panneau n'est cassé et que tous sont orientés vers le soleil. Dans notre domaine d'activité, la Chine est aujourd'hui le leader mondial. L'éolien, c'est l'autre chantier, tout aussi ambitieux. Exemple, cette usine. Il y a 3 ans, elle n'existait pas. Aujourd'hui, elle fabrique des éoliennes. Il y a les pales, jusqu'à 130 mètres de long, et dans ce hangar, un alignement de toutes les autres pièces, les rotors, les nacelles ou les moyeux. Regardez, les 3 pales de l'éolienne viennent se fixer sur ces 3 axes. Dans cette usine, le nombre d'éoliennes produites est devenu très important. On construit environ 800 unités par an, mais on peut monter à 1200. Il faut 5 jours pour fabriquer une éolienne et de ces moules géants sortent les pales en matériaux composites. À l'extérieur, opération impressionnante. Cette pale tordue dans tous les sens est en phase de test. On effectue une vérification de résistance pour ce futur modèle. Le test dure de 6 à 8 mois. La pale va être tordue plus de 4 millions de fois. Elle doit pouvoir résister à des vents de 120 km/h. La Chine installe autant d'éoliennes et de parcs solaires que le reste du monde. Elle promet de réduire de 7 à 10% ses émissions de gaz à effet de serre, mais consomme, et c'est un paradoxe, de plus en plus de charbon. 60% de l'électricité du pays aujourd'hui en dépend. Pourquoi nous on ne peut pas faire comme les Chinois? Regardez les montagnes. Alors, nous sommes le pays africain qui peut-être a les meilleures relations avec la Chine. Mais en quoi en quoi cela nous est bénéfique? Attention, hein, ce n'est pas la faute des Chinois. Hein. Ce que vous voyez là, les panneaux solaires installés en Chine, si vous voulez les faire chez vous, ça n'engage que vous. Hein. La Chine est là, hein. La Chine est prête à aider. Hein. La Chine est prête à accompagner. Mais soyez sérieux vous-même. Or, nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Les Chinois, eux, ils attendent. Ils font ce que nous leur demandons. Et si nous, on ne veut pas aller loin, ben, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est nous qui ne voulons pas sortir de la pauvreté. Nous ne voulons pas une justice sociale chez nous. Chaque année, vous ne pouvez pas parler de la marche vers le développement quand vous ne mesurez pas chaque année combien de populations sortent de la misère. Nous ne sommes que 6 millions. Nous ne sommes que 6 millions. Alors, je vous ai déjà dit, Sassou a déjà échoué à gérer le Congo avec 1 million d'habitants, avec 1 500 000 habitants. Quand Sassou quitte le pouvoir, on n'est même pas au-delà de 3 millions d'habitants. Il a échoué alors qu'on a eu des booms pétroliers. Là, nous sommes 6 millions. Le gouvernement n'est pas capable de faire des statistiques sur 6 millions. 6 millions de gens. On n'arrive pas à savoir sur 6 millions de gens combien ne travaillent pas, combien en ceci, combien en ça, quels sont les 6 millions. Et quel territoire? 342 000 km². 342 000 km². C'est-à-dire que vous avez un gouvernement de plus de 30 personnes qui n'arrive pas à gérer 6 millions de gens, 342 000 km². Le maire de Shanghai, le gouvernement de Shanghai gère plus de 20 millions de personnes, plus de 20 universités, de 15 000 étudiants moyennes par université. Le gouvernement d'une ville, Shanghai, ils ont l'eau et l'électricité. Tous les étudiants ont un lit au campus, même s'ils sont 3, 4, 5, 6, 7. Mais ils ont un lit au campus. Ils mangent correctement. Je l'ai vu. J'étais sur place. Je disais aux amis, membres du PCT qui étudient avec nous en Chine, regardez, rien que le gouvernement de Shanghai fait 1000 fois mieux que tout un gouvernement congolais. La mairie de Shanghai fait mieux que le gouvernement congolais. Vous appelez ça un pouvoir? Vous appelez ça un pouvoir?
Le Congo compte moins de 10 000 étudiants. C'est-à-dire que tous les étudiants congolais, le total de tous les étudiants congolais, toutes les sections, les matières, tous les étudiants congolais, ce n'est même pas l'équivalent d'une université chinoise. Même pas une université chinoise. Donc, notre rectorat est incapable de gérer 10 000 étudiants. 10 000. Regardez les problèmes de notre université. Une seule université. Tout un gouvernement, est le ministère de l'enseignement supérieur, est incapable de gérer une université de moins de 10 000 étudiants. Et ils sont fiers d'aller rencontrer des gens comme les Chinois où une ville va gérer plus de 200 000 étudiants. Une ville. Soyons sérieux. Et vous dites, ces gens-là sont bons. Ils sont sérieux. Ils achètent des costumes au lieu d'acheter des livres. Regardez-les. Ils viennent en France. Ils préfèrent s'acheter des costumes à 6 000, 10 000 euros que d'acheter des livres. Ils achètent les voitures dans lesquelles ils circulent à Brazzaville que de construire des bibliothèques à Brazzaville. Et les mêmes vous promettent le développement et vous les croyez. Colline Makosso a parlé du civisme. Revenons au civisme. Est-ce que le citoyen peut se marier dans l'hémicycle? Colline Makosso peut nous donner le nom du citoyen qui peut célébrer le mariage dans une assemblée nationale. L'hémicycle, la salle où Colline Makosso a prononcé son discours. Quelques jours avant, Claudia et Willy et Toka se sont mariés dans cette salle-là. Est-ce que c'est civique? Est-ce que c'est ça le civisme? Ou si ce n'est pas la corruption, le trafic d'influence? Comment il a dit ça? Je retrouve son mot. La lutte contre les dérives administratives. Mais, monsieur Colline Makosso, le fait de donner à une Congolaise, une citoyenne, l'hémicycle pour son mariage, n'est-ce pas une dérive administrative? Parce que si aucun texte ne montre comment un simple citoyen peut prendre l'hémicycle pour faire son mariage et faire ses danses, dites-moi comment ça s'est passé. Si aucune loi ne le permet, pourquoi elle a eu accès? Le qualificatif de la fille du président n'est pas suffisant pour avoir accès à l'hémicycle pour des besoins personnels. Ce n'est pas parce qu'on est le président, même le président de la République ne peut pas célébrer son mariage dans l'Assemblée nationale. Changez de vocabulaire, je vous invite à ça. Donald Trump n'a pas à célébrer son mariage au Capitole. À la limite, s'il prend la salle de fête, la salle, le restaurant, pourquoi pas. Mais l'hémicycle, là où les députés se retrouvent pour voter les lois de la République, c'est symbolique. Les Turcs ont une expression qui dit, quand on fait entrer un clown dans un palais, le clown ne devient pas roi. Jamais. Mais le palais devient un cirque. Quand on fait entrer Claudia et Willy et Toka dans l'hémicycle pour leur mariage, mais eux ne sont pas les rois du Congo. Mais on vient de transformer notre hémicycle en un lieu de débauche. Est-ce que vous voyez sur le plan symbolique, de quoi je parle? C'est-à-dire que cette famille-là, n'a aucune éthique, n'a aucune morale. L'Assemblée nationale, là où on vote nos lois, là où il y a eu la conférence nationale, c'est devenu un lieu dégradé parce qu'on invite tout le monde à venir faire la fête. Mais c'est une manière... Excusez-moi, j'ai failli utiliser une expression tellement dure, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est une manière, je vais dire simplement, de marcher sur les Congolais, de marcher sur la République. De toute façon, cette famille ne respecte rien dans ce pays, même pas les lois de ce pays-là. Même pas les lois médicales. Je n'aime pas aborder ce sujet. Mais quand j'ai vu ce mariage dans ce lieu, je me suis dit, oui, Didier, tu n'avais pas tort. Denis Sassou Nguesso, c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans notre pays. Je vous dis pourquoi. Un président qui se maquille. Je n'ai jamais parlé de son maquillage. Mais sachez une chose. L'Organisation mondiale de la santé
interdit la vente des produits de maquillage, des produits hydroquinone. Il y a une lutte acharnée de l'Organisation mondiale de la santé contre les produits de maquillage. C'est interdit. Le siège de l'OMS Afrique se trouve à Brazzaville, où le président lui-même utilise les produits hydroquinone, c'est-à-dire de façon illégale. Et l'OMS le sait. Et l'OMS continue de travailler avec Sassou. Infraction à sa propre législation. C'est-à-dire l'OMS est en face de quelqu'un qui ne respecte pas les règles, les lois, les recommandations de l'OMS. Et nous avons le siège chez nous. Le FMI qui travaille avec Sassou, je ne sais pas s'ils m'entendent, s'ils écoutent ce que je dis. Le FMI sait très bien que ce discours, c'est un mensonge. Parce que dans les papiers du FMI, je mets au défi, je peux rencontrer les responsables du FMI. On peut en débattre. Demandez aux responsables de la Banque mondiale et du FMI de vous sortir le dossier du pays qui est passé de pays pauvres, très endettés, sous perfusion des programmes structurels du FMI et qui, en moins de 10 ans, a connu une accélération du développement. Ce pays n'existe pas. Ce pays n'existe tout simplement pas et le Congo ne sera pas le premier. Donc, en validant les discours de Sassou et de Collinet et du gouvernement congolais, le FMI participe à la médiocrité du travail au Congo et participe à la destruction du Congo, peut-être même de tous les pays africains. Sachez-le, le Fonds monétaire international le sait très bien. Et la seule qui a été responsable du FMI, qui a été franche, et c'est peut-être pour cela qu'on a demandé de partir, c'est Christine Lagarde. J'ai suivi les vidéos de Christine Lagarde. Christine Lagarde dit que je ne valide pas n'importe quel programme du FMI parce que vous avez des États qui font n'importe quoi avec leurs finances publiques et qui pensent qu'il suffit de venir frapper à la porte du FMI pour s'acheter une bonne conscience. Christine Lagarde rappelle, elle est encore vivante, vous pouvez l'inviter dans des débats. Christine Lagarde rappelle que l'argent du FMI, c'est l'argent des contribuables des pays membres qui payent correctement leurs cotisations. Et cet argent, je ne peux pas mettre ça n'importe comment à la disposition de certains gouvernements qui refusent qu'on regarde leurs finances publiques, d'ailleurs qui ne comprennent rien à la gestion des finances publiques et qui pensent qu'ils peuvent juste venir au FMI et on leur fait des propositions clés en main. Voilà en substance ce que Christine Lagarde a expliqué plusieurs fois. Christine Lagarde a rencontré des étudiants africains. Je l'ai vu dans des débats, ça existe sur Internet, avec des étudiants noirs, où elle dit, j'ai rencontré des chefs du gouvernement, y compris des ministres des Finances, qui ne comprennent rien à la gestion de la comptabilité publique. Donc, ce discours de Collinet Makosso, mais écoutez, depuis que Sassou est là, on vous rabâche les 29 ans, le mec vous promet la même chose. Ailleurs, on appelle ça la révolution. Ailleurs, on fait la révolution pour chasser ce monsieur. On ne le laisse pas comme ça. Qu'est-ce que les Congolais attendent pour chasser ce pouvoir? Moi, c'est la question qui m'anime aujourd'hui. Je n'ai rien contre la famille Sassou. Où est-ce que Claudie a eu l'argent pour financer son mariage quand on voit comment ça s'est passé? Vous pensez que les délégations étrangères, l'ex de Nicolas Sarkozy, Madame Athias, Cécilia Athias, que ce soit le président Alpha Condé de la Guinée, qui était là, l'ex-président, vous croyez qu'il a l'argent pour payer le billet et financer sa vie à Brazzaville? Pas du tout. C'est aux frais du contribuable congolais. Et pourquoi nous, on doit financer ça? Pourquoi nous devons accepter cela? Et nous vivons dans la misère. Ce n'est pas possible. Donc, à un moment donné, il faut que nos réactions soient au niveau de l'agressivité du gouvernement, de ce que le gouvernement nous dit. On ne peut pas accepter que nos enfants meurent dans des accidents, meurent dans des comportements de délinquance ou soient tués par la direction générale de la police présidentielle, leur tire dessus dans les rues, tout simplement parce que c'est la solution de la facilité, les assassiner. Assassiner les jeunes, c'est la facilité. Mais de se poser la question pourquoi les jeunes se comportent comme ça et qu'est-ce qu'on met en place pour gérer la délinquance des mineurs et gérer la question de l'intégration sociale, parce que si ces jeunes-là sont à l'école du matin au soir, en tout cas de 8h à 17h, et s'ils sont au travail, pour ceux qui peuvent travailler de 8h à 16h, dites-moi avec quelle force ils ont le temps d'aller faire la délinquance. Ils n'auront pas. Donc, c'est quand même terrible
C'est quand même terrible de voir cette réalité de notre pays avec un discours de politique générale, mais qui nous rappelle les mêmes discours tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous prenez tous les sujets développés, c'est tout le temps les mêmes choses, et à aucun moment ils ne font le bilan et ils font un retour d'expérience de ce qui n'a pas marché. Parler encore de l'agriculture et de l'industrie aujourd'hui. Mon Dieu! Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit quand ça souhaite aller visiter avec le président malgache ses fermes, ses piscicultures et autres? Même vous les journalistes, soyez sérieux, vous êtes ridicules des fois. Pas tous, mais certains. Les Congolais ont étudié, les Congolais sont intelligents. Moi encore, j'ai l'opportunité de vous faire la chronique, parce que j'arrive à le faire. Mais vous avez beaucoup de Congolais dans tous les domaines qui ont très bien étudié, qui peuvent vous expliquer les choses mieux que moi. Mais parce que le pays, l'État, la tyrannie au Congo, ce gang de voyous et de requins, empêche ces gens-là de travailler et de parler. Et donc, la révolution que nous allons faire, c'est pour libérer les intelligences. Pourquoi on nous a dit à l'école que la philosophie de Lumière a préparé la révolution industrielle en Europe? Mais parce que les philosophes des Lumières ont libéré la pensée, ont permis aux populations européennes de penser par eux-mêmes, de penser par la science et non pas par le dogme religieux. Mais le Congo, c'est l'obscurantisme intellectuel, ce qui se passe au Congo. Des ministres qui vous disent, moi je n'ai pas de vision, c'est la vision du chef de l'État, qui ne comprend rien. Mais c'est à lui qu'on attribue la vision. Mais ce n'est même pas la vision d'une lampe luciole. Donc soyons sérieux, mes chers compatriotes. Nous sommes dans une bataille. Même s'il a compris ses erreurs après, Guy Parfait-Kolela a dit, battez-vous. Battez-vous pour vos droits. Mais parce que trop tard, il a compris. Mais les membres de Yuki ou du MCDD, du PCT, on est tous Congolais, on discute tous ensemble. Mais je vous ai dit la même chose. Qu'à chaque fois qu'ils vont se rendre compte qu'ils se trompent, c'est trop tard. Réécoutez les vidéos de Kombi Salissa en 97 quand il a pris quand on a fait le coup d'État. C'était qui, le capitaine ou le commandant Kombi Salissa? Mais réécoutez le même Kombi Salissa à Paris quand il a quitté le gouvernement. Kombi Salissa, dans ses visites à Paris, en France, qu'est-ce qu'il a dit? Nous avons menti. C'est Kombi Salissa. Nous avons menti. Lissouba n'a rien fait. Nous voulons juste prendre le pouvoir. Et depuis que nous avons pris le pouvoir, nous étions étonnés que Lissouba n'a même pas commandé un pistolet. Je vous répète, texto la phrase de Kombi Salissa. Lissouba n'a même pas commandé un pistolet pour essayer de reprendre le pouvoir. Mais parce que c'était un homme de sagesse. Parce que son problème, ce n'était pas lui. Il voulait travailler pour le Congo. Et il a travaillé pour le Congo. Et il a travaillé pour le Congo. Mais les destructeurs sont là. Et Dever Mouhani, là, il a dit quoi? Ah non, mais pendant que Lissouba était au pouvoir, c'est nous qui faisions tout ça parce qu'on voulait que le peuple se rappelle de Sassou et non pas de Lissouba parce que le mec, il est compétent. Parce que si on le laisse gérer, oulala, nous, on ne trouve plus rien. Et Kombi Salissa dit tout ça. Mouhani dit tout ça. Et Dever Mouhani dit tout ça. Et vous continuez à applaudir ce pouvoir. Ceux qui sont au cœur du coup d'État et ceux qui sont au cœur du système tombent en disgrâce parce qu'ils disent la vérité en disant non, 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 c'est faux tout ce qu'on vous a raconté en 97. Tout ce qu'on vous a raconté sur Lissouba, c'est faux. Nous voulons le pouvoir et puis il fallait le salir. Donc, aujourd'hui qu'on a compris, eh bien, peuple congolais, vous êtes le souverain primaire. La solution est entre vos mains. Ne laissons pas détruire notre pays. Et donc, battons-nous tous ensemble pour que les choses changent dans notre pays. Voilà ce que je comptais partager avec vous pour la chronique d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, j'espère que vous serez nombreux à liker, à commenter, à compléter ce que j'ai dit, à apporter plus d'éclaircissements. N'hésitez pas, en tout cas, à me faire un retour par commentaire de vos analyses. Et je vous dis à bientôt pour nos prochaines chroniques. En tout cas, portez-vous bien. Bon courage aux familles qui sont victimes, en tout cas, qui sont endeuillées. Sachez que dans la prière et dans la pensée, nous sommes tous, au nom du CRC, avec vous.